Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. J'espère que vous allez bien. Vous êtes plus de 200 aujourd'hui à vous être inscrits. Un sujet qui intéresse. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent, on est le média pour les Français aux États-Unis, francophones, depuis maintenant plus de 16 ans. On est aussi au Canada sous la marque Maudit Français. Donc, si vous nous écoutez du Canada, bienvenue. Et si vous êtes au UK, on est aussi sous la marque French Morning London. Alors, au programme d'aujourd'hui, on va parler financer et gérer son investissement immobilier en France depuis l'étranger. Nos deux experts qui sont des habitués de la maison. Donc la première, c'est Givenchy Niver. Elle a financé plus de 1500 expatriés partout dans le monde qui souhaitaient investir en France. C'est une ancienne expat. Elle a longtemps vécu en Asie. Elle est fondatrice de société de courtage, entreprise qui célèbre ses 10 ans d'activité cette année. Donc, joyeux anniversaire à Société de courtage. Michael Zonta, on a aussi l'habitude d'avoir son associé cofondateur souvent qui vient, qui est Manuel Ravier. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'avis de Michael. Il a fait investir plus de 400 millions d'euros à ses clients dans l'ancien en France. Il est conférencier et spécialiste de la fiscalité immobilière. Et donc, on va l'entendre dans quelques secondes. Juste avant ça, je vous invite à poser des questions dès à présent, puisque je répondrai aux questions dans l'ordre. Je les prendrai en tout cas dans l'ordre que vous les posez, et nos experts répondront à la fin. Vous connaissez le principe, hein, c'est toujours une petite présentation qui va, je pense, répondre à beaucoup de vos questionnements, et ensuite, on prend les questions individuelles. Vous pouvez lever la main si vous voulez. On peut vous entendre en audio, sans la webcam, vous en faites pas, on vous verra pas. Ou vous pouvez écrire plus calmement dans Q&A, QNR en français, ou sur LinkedIn. Je vois aussi vos questions sur LinkedIn. Allez, c'est parti, Michael. Je te laisse démarrer la présentation et moi, je reviendrai pour te poser des questions. Bonjour à tous, merci beaucoup Romain. Bonjour Givenchy, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On va parler du financement et également bien évidemment de l'investissement immobilier en France pour les non-résidents et donc plus particulièrement pour vous si vous nous regardez depuis les US. Moi j'ai cofondé la société avec Manuel Ravier que vous voyez à droite de l'écran il y a un petit peu plus de 12 ans de cela. Aujourd'hui, c'est plus de 200 collaborateurs qui constituent la société. Comme l'a dit Romain, on a fait investir plus de 400 millions d'euros dans des produits immobiliers en France rentables, dans l'investissement immobilier ancien. Ça représente un petit peu plus de 3000 opérations, donc c'est colossal afin de vous rassurer pour tous ceux qui ont envie d'investir, vous ne serez pas cobaye. C'est la bonne nouvelle puisqu'on a bien évidemment une société désormais des process bien rodé. On a une vision de l'investissement immobilier, c'est qu'on bat toujours le marché en termes de rentabilité. On est là pour maximiser la rentabilité de vos projets. On va transformer, je rentrerai un petit peu plus dans les détails pour vous expliquer comment, mais on va transformer chaque projet immobilier pour améliorer sa rentabilité. Et on est très fiers de ce qu'on fait et on est très fiers de ce qu'on fait pour nos clients investisseurs puisqu'on participe à ce qu'on appelle au recyclage urbain et on remet de l'offre à l'intérieur du marché locatif français. Euh, Peut-être vous avez quitté la France depuis un moment, mais pour info, bah, c'est vraiment ce que cherche à faire le gouvernement parce qu'il n'y a pas assez de logements en France. C'est une vraie problématique. Donc, c'est un grand axe de développement majeur puisque la plupart du temps, les logements qu'on va sourcer sont en dehors du circuit et du marché. C'est pour ça qu'ils sont intéressants financièrement parce qu'ils nécessitent des travaux de rénovation. Et donc, c'est vraiment tout l'intérêt parce qu'on va redonner du logement. Et en France, il manque d'offres. Il y a plus de demandes que d'offres. Et c'est pour ça que le marché de l'investissement immobilier locatif est un marché qui est très intéressant. J'aime bien expliquer ce qu'on fait bah, un petit peu plus précisément pour que vous ayez la vision globale de par quelle étape on passe pour faire de votre investissement immobilier un succès. Tout d'abord, on va vous sourcer un bien immobilier qui est décoté par rapport au marché, qui est moins cher. Pourquoi est-ce qu'il est moins cher? Parce qu'il nécessite quelques travaux de rénovation
et parce que notre équipe est composée de plus de 60 chasseurs immobiliers qui ont du réseau tous les jours. Leur métier, c'est de travailler avec des notaires, des avocats, des marchands de biens, d'autres professionnels de l'immobilier qui sont en contact avec des vendeurs, qui vont être pressés. Alors, pardon d'en parler, quelquefois il y a les mauvais cas de figure de la vie, hein. Ça peut être des successions, des divorces, tout ce que des gens qui ont des problèmes d'argent et donc qui doivent vendre rapidement. Et notre métier, c'est de sourcer ces biens-là, tout simplement parce que quand on vous les propose, bah, ça vous permet de faire une bonne affaire, parce qu'on va trouver des biens qui sont moins chers que le marché. Ensuite, on va travailler sur le financement, et donc je ne vais pas spoiler Givenchy, je vous laisserai en parler bien évidemment mieux que moi, mais dans le package, au travers de partenaires, on travaille main dans la main avec Givenchy, on va pouvoir vous accompagner pour financer votre opération, donc faire la bonne ventilation entre quel apport il faut mettre, quel est l'effet de levier que vous pouvez mettre, bien évidemment la durée, obtenir les meilleures conditions de crédit pour financer votre projet. Et ensuite, en interne, on a toute une équipe d'architectes d'intérieur. Et donc, on va s'occuper d'abord, sur plan, de complètement reconfigurer votre projet. Vraiment, la valeur ajoutée, c'est qu'on va penser votre projet dès le début comme du locatif, acheter dans le but de louer. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quelquefois, quelqu'un qui achète sa résidence principale, et c'est normal, c'est pour y vivre, il va avoir tendance à se faire plaisir et c'est tout à fait compréhensible et normal. Et il ne va pas penser le projet, bien évidemment, sur bah, combien ça va générer de revenus locatifs puisqu'il va l'habiter. Là, on va prendre vraiment ce contre-pied-là. On va penser le projet dès le début dans le but de le louer. Et donc, je prends un exemple. Si par exemple, c'est un grand studio, on va peut-être le transformer en ce qu'on appelle en France ici un T2, c'est-à-dire une chambre séparée, un salon et une salle de bain, bien évidemment, et une cuisine, ouverte sur le séjour ou séparée. Pourquoi? Parce que pour la même surface, si on le reconfigure, avec une chambre séparée, on va tout simplement le louer plus cher. Ce raisonnement, et à la fin de la présentation, je vous montrerai quelques exemples. Ce raisonnement, il marche bien évidemment pour des surfaces plus grandes, où on va à la fois faire de la transformation, on va diviser des plateaux, on va investir dans des immeubles entiers où il y a plusieurs logements, on va investir dans des projets de colocation où il y a plusieurs chambres parce qu'on va générer plus de rentabilité en louant à la chambre. Donc, on va vraiment bah, partir de l'existant et reconfigurer le bien pour générer le plus de revenus locatifs. Et au sein de la société, on a une filiale qui s'appelle Nous Gérons. Et c'est la dernière étape de votre bien. C'est l'étape cruciale et c'est généralement l'étape qui fait plaisir aux investisseurs, puisque c'est là où ensuite, à la fin du projet, bah, l'argent rentre quand le bien est loué. Et donc, si vous ne souhaitez pas du tout vous en occuper, ce qui a du sens généralement parce que vous êtes à distance, on a une filiale qui s'occupe de toute la partie location et gestion des biens. Donc, ça peut être complètement clé en main sur votre projet. On va s'occuper de l'intégralité pour vous, de la recherche du bien, en passant par le financement, toute la partie travaux et également la partie location et gestion. Donc, je rentrerai dans les détails un peu après pour tous ceux qui sont bah, intéressés de passer à l'action pour pouvoir vous constituer un patrimoine immobilier rentable dans l'ancien. Mais avec plaisir, je donne la parole à Givenchy qui va vous expliquer bah, ce qu'elle fait et comment on peut financer ce type d'opération. Merci, Michael. Effectivement. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Givenchy Niver. J'ai créé ma société qui s'appelle Société de courtage il y a plus de 10 ans. L'objectif, c'était vraiment d'accompagner les expatriés et les non-résidents qui souhaitent investir en France. Donc, nous avons tissé beaucoup de liens avec des banques un peu partout en France. Donc, aujourd'hui, nous pouvons vous financer aussi bien un bien dans le nord, le sud, est, ouest. Donc, nous n'avons pas de notion de territorialité. On peut financer tous les produits, petits, on va dire petits, moyens et gros. Donc, ça, c'est ce qui est important, c'est de financer quel que soit votre projet, quel que soit le pays de résidence. Donc là, on est capable de vous accompagner, donc que ce soit de la résidence principale, investissement locatif avec ou sans travaux, et voir avec les banques quel type d'options bancaires on peut obtenir afin de, comme disait Michael, optimiser votre projet. Donc ça, c'est quelque chose, on peut également en parallèle et en amont vérifier avec vous quelle est l'option bancaire qui sera la plus adaptée par rapport à votre projet, soit un achat en nom propre, soit un achat en SCI, est-ce qu'on finance les travaux avec ses fonds propres, avec un prêt travaux, etc. Donc ça, c'est notre rôle de vous accompagner sur le montage du crédit. Ensuite, je veux bien que tu passes, Michael. Alors, ici, je vais venir rapidement vous donner des explications sur ce qu'on finance. Comme je vous disais, je peux financer juste avant. Michael, tu es parti trop vite. Donc, je peux financer
prochaine résidence principale parce que vous songez revenir en France un jour, ou résidence secondaire parce que vous voulez acheter un chalet à la montagne, ou tout simplement un investissement locatif comme 90% de nos clients. Donc ici, on va regarder où est-ce que vous achetez, quel est le projet, quel est le loyer, quelle est la rentabilité. Comme disait Michael, c'est un point très très important. Quelle est la partie travaux? Est-ce qu'on va trouver une banque qui peut financer 100% les travaux ou 80% ou 50%? Donc ça, c'est notre rôle de vous identifier, d'identifier les banques et de vous indiquer quelles sont les banques qui peuvent vous accompagner. Ensuite, la partie travaux, effectivement, on va voir quel est le poste qui peut être financé et quels sont les postes qui ne seront pas financés. Donc ça, en amont de notre simulation, on vous indiquera quel est votre apport dans votre projet, quelles sont les banques qui peuvent vous financer et à quelles conditions. Ensuite, en ce qui concerne comment, donc ça c'est la partie fiscalité, comme disait Michael, d'optimiser la fiscalité. Est-ce que j'achète en nom propre? Est-ce que j'achète via une société, une SCI, Alias, Alière, ou tout simplement j'opte pour le statut loueur meublé ou professionnel ou non professionnel? Quels sont les impacts liés à ces statuts-là? Ça, ces questions-là, vous pouvez les poser directement à un fiscaliste, un avocat ou un notaire qui seront les bonnes personnes pour vous accompagner sur la bonne structure à mettre en place pour votre projet. Tout dépend à savoir, est-ce que vous voulez faire un projet dans la durée, donc c'est une transmission de patrimoine, ou est-ce que c'est un projet, vous pensez l'acheter, le vendre dans 5-6 ans. Tout ça, c'est un impact. Donc le choix de la structure est très, très important. C'est à ce moment-là qu'on se pose les bonnes questions et on demande à notre notaire ou avocat, voilà, quelle est la structure qui sera la plus, on va dire, adaptée à ma situation. Ensuite, quelles sont les conditions? Effectivement, comme vous devez le savoir, vous en doutez, les expatriés, les non-résidents, ils peuvent emprunter en France. Il y a des contreparties, il y a des conditions, on va dire des exigences bancaires qui sont là et qui s'appliquent aussi bien pour les résidents, donc elles vont également s'appliquer pour les non-résidents. Et notre rôle, c'est vraiment d'identifier chez vous quels sont les points forts, les points faibles, et de les tourner en points forts pour expliquer votre projet à une banque et essayer de trouver au moins une banque qui peut vous accompagner. Donc, de manière générale, donc, de toute façon, je vais venir un peu plus tard, on peut aller sur du 20 ans ou sur du 25 ans selon le pays de résidence. On peut demander un différé pour les travaux, donc on peut financer les travaux. On peut également demander à mettre moins d'apport et mettre de l'épargne en banque sous forme de garantie. Donc, tout ça est envisageable, tout dépend de la taille de votre projet et du pays de résidence. Je veux bien que tu tournes la page suivante, Michael. Donc ici, rapidement, donc là, je fais un focus sur les US personnes. Alors, pour les US personnes, il faut savoir qu'à gauche, je parle des personnes qui sont en CDI. Donc, c'est peut-être votre cas. Donc, vous êtes sur un CDI, un contrat à durée indéterminée depuis 1 an, 2 ans, ou 3 mois, ou 6 mois. On l'a bien identifié sur votre contrat de travail. Il est bien indiqué que vous êtes en CDI. C'est un point important. Dans ce cas-là, on peut partir sur une option première, la première option, qui est dire je finance 80%. Donc, je dis bien 80% de la valeur du bien, plus 80% ou 100% du montant des travaux en fonction de l'enveloppe travaux. Ça, c'est quelque chose qu'on demandera aux banques si elles peuvent valider le budget travaux. Donc, elles vont analyser votre projet, elles vont analyser la valeur du bien et elles vont regarder si le montant des travaux est cohérent. Et si le montant est cohérent, parfois, on peut aller jusqu'à 100% la valeur des travaux en financement. Comme tout dossier de financement, il est important de respecter un taux d'endettement après projet inférieur à 35%. Comment calcule-t-on le taux d'endettement? Le taux d'endettement fait l'ensemble des charges sur l'ensemble des revenus. On regarde votre taux d'endettement avant projet, c'est très facile, l'ensemble des charges, et on regarde également votre taux d'endettement après projet. On vient ajouter dans les charges la nouvelle mensualité, et dans les revenus, on va venir ajouter avec une pondération 70% des revenus locatifs que vous allez recevoir. Donc, c'est important de calculer votre taux d'endettement parce que c'est la première base, c'est ce qui va permettre de calculer votre capacité d'emprunt et de vous indiquer, oui, on peut aller sur un projet à 100 000, 200 000, 300 000 ou 1 million d'euros. Un immeuble de rapport, peu importe le projet que vous voulez le faire. Donc, c'est important au début de calculer votre taux d'endettement. Et notre rôle, c'est vraiment d'identifier avec mon équipe votre taux d'endettement et de vous dire jusqu'à combien vous pouvez aller pour votre projet. Ensuite, je vais vous rappeler donc rapidement les contreparties. C'est vrai que les banques, de manière générale, elles ne vont pas faire un prêt sec, hein. Un prêt sec aujourd'hui, quand on dit un prêt sec, c'est-à-dire j'achète un bien et je demande un prêt à une banque, rien d'autre.
Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à trouver. De toute façon, les banques, elles partent du principe, si un client vient nous voir pour un prêt, c'est pour une relation globale. Donc, il ne faudrait pas être étonné si jamais elle vous demande des contreparties comme assurance emprunteur, assurance habitation, de l'épargne après projet, un livret A, un compte titre et encore d'autres conditions à voir selon les banques. Mais ça, on vous l'indiquera. Lorsqu'on aura identifié la banque ou les banques, on vous dira la banque A me demande ça, la banque B me demande ça et la banque C me demande ça. Est-ce que je prends une des banques et si oui, quelles sont les contreparties qui vont devoir être prévues dans l'option, dans les offres de prêt. Donc ça, on vous l'indiquera. Ensuite, à côté, vous avez la colonne des chefs d'entreprise. Peut-être ici, il y a des personnes qui sont chefs d'entreprise, un avocat, un médecin, des personnes qui sont dans des métiers comme marketing, communication. Ce sont des métiers qu'on peut financer. Pareil ici, j'irai sur un LTV à 80% ou 75%. Tout dépend de la banque. Donc, si on part sur un LTV à 75%, c'est-à-dire je prends la valeur du bien et j'y finance 75% la valeur du bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le loan to value. Donc, ça, on va vous indiquer lorsqu'on aura bien analysé votre profil, lorsqu'on aura échangé avec une ou deux banques, on vous indiquera, oui, j'ai un client qui est spécialisé dans ce secteur-là. Ce client-là, il veut emprunter, bien sûr, par contre, il y a un minimum de 250 000 euros, il veut emprunter 250 000 euros pour l'achat d'un appartement à Paris ou à Lyon. Est-ce qu'on peut le faire? Donc, la banque, elle va analyser votre profil et elle va regarder les conditions d'emprunt. Ce qui est intéressant aujourd'hui, entre la présentation que j'avais faite il y a quelques mois aujourd'hui, les taux sont passés de 5 à 4,5 sur 19 ans. Par contre, sur 20 ans, je repasse à 4,60, mais sur 19 ans, je reste sur un taux qui est intéressant, 4,50. Ici, il n'y a pas de contrepartie. Donc là, on pourrait plus ou moins dire c'est une option où on n'est pas loin du prêt sec, c'est-à-dire on demande uniquement un prêt à la banque. Par contre, c'est la raison pour laquelle les taux il est un peu plus élevé que sur un prêt classique où on serait à 3,80. Là, on est à 4,50 et il n'y a pas de contrepartie. Donc, il faut toujours voir qu'une banque qui vous propose un taux faible, elle aura tendance à vous demander des contreparties et une banque qui vous propose un taux un peu plus élevé, elle sera moins regardante sur les contreparties. Donc, chacun a ses projets, chacun la rentabilité, et en fonction de vos choix, on va dire de votre cahier des charges, on vous indiquera est-ce qu'on va vers une banque avec un taux d'intérêt faible ou est-ce qu'on va vers une banque avec un taux d'intérêt un peu plus élevé, mais je n'aurai pas de contrepartie. Donc voilà, Michael, tu peux passer le slide d'après. Donc là, comme je vous disais, donc avec notre équipe, l'objectif, c'est d'identifier chez vous, est-ce qu'on va sur un taux LTV de 75 ou 80%? Est-ce qu'on peut aller sur du 20 ans ou du 25 ans? Il y a des dossiers, on a réussi à passer sur du 25 ans pour un US person, pour un achat à plus de 250 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut. Il faut savoir que de manière générale en France, quelle que soit la banque qui vous accompagnera, elle vous demandera à ce que dans les frais annexes, vous y apportez, on apporte tous les frais liés aux frais de notaire, frais d'agence, frais de courtage, frais bancaires. C'est ce qu'on appelle les frais annexes d'acquisition. Ces frais-là ne seront jamais financés par une banque. Donc, quand on parle d'un LTV à 75 ou 80%, je parle bien de la valeur du bien hors frais. Ensuite, le différé pour les travaux. Ça, c'est quelque chose qui est important. Selon la durée des travaux, si c'est une durée de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a des clients qui nous disent non, mais ça n'a pas d'impact dans la rentabilité. Je suis OK pour payer la mensualité pleinement. Lorsque c'est des travaux supérieurs à 6 mois, parce qu'on est sur un immeuble de rapport, par exemple, il y a 5 appartements, il est peut-être plus intéressant de demander un différé de 1 an parce que vous voulez que pendant cette période-là, ne pas payer la totalité de la mensualité parce qu'on n'aurait pas de loyer. Donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons inclure dans notre demande de financement et le demander dès le début aux banques. Là, j'ai mis un taux d'intérêt à 3,8. C'est le meilleur taux que nous avons pu obtenir début février pour un US person. Donc c'est un taux hors assurance, bien sûr. À cela vient s'ajouter l'assurance. Selon votre âge, selon votre état de santé, comptez un taux d'assurance entre 0,10 et 0,30. Voilà. Et pareil, ici, tous les projets sont finançables, hein. Que vous soyez sur un studio, comme disait Mickaël, un petit studio ou un T2, T3, parce que vous avez divisé les logements et vous voulez faire de la colocation.
C'est tout à fait possible. Ce qui est important, c'est la rentabilité, et parce qu'on va regarder le loyer que vous allez recevoir sur le projet et on va regarder la mensualité. Si le loyer il est cohérent avec la mensualité, effectivement, la banque sera ravie de vous accompagner parce qu'elle sait qu'elle vous finance, elle finance un projet intéressant et rentable. Dans les contreparties, comme je vous disais tout à l'heure, il est important de prévoir dès le début des contreparties à prévoir. Donc, soit c'est du transfert d'épargne. On a des banques sur les US personnes qui vont nous dire, oui, nous, pour la première année, on ne connaît pas très bien ce client. On va exiger minimum 25 000 euros d'épargne à transférer sur nos livres. Peut-être, bien sûr, les fonds ne seront pas nantis ne seront pas placés ou sur un livret A, mais on demande une petite contrepartie de la part du client parce que c'est un US personne, on n'a pas les salaires, on n'a aucune épargne en France. On veut voir comment ça va fonctionner. Et ensuite, s'il a un deuxième projet, on pourra l'accompagner. Donc ça, il ne faut pas être étonné qu'une banque vous demande ce genre de choses aujourd'hui. C'est tout à fait dans l'air du temps. Ce n'est pas nouveau. Ensuite, dans les profils des emprunteurs, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aller sur un CDI. Quelqu'un qui a 1 an d'ancienneté, c'est très bien. Après, si on a quelqu'un qui a 6 mois d'ancienneté, on peut également expliquer que c'est quelqu'un qui a été débauché par la société concurrente, où il est passé d'un contrat à un autre avec 10% d'augmentation. Donc, c'est cohérent. On présente un CV et on dit, voilà, les revenus n'ont pas chuté sur les 3 dernières années. Il y a une cohérence. On voit l'historique des revenus parce qu'on va produire également fournir les avis d'imposition. Donc, on va pouvoir justifier votre situation et obtenir un accord d'une banque. Ensuite, pareil ici, il est important de respecter le taux d'endettement. J'insiste beaucoup sur le taux d'endettement sur tous les slides. Pourquoi? C'est la première chose à vérifier lorsque vous êtes en phase d'acheter un bien pour éviter d'aller sur un projet trop onéreux, éviter d'avoir des frais inutiles, une perte de temps pour vous, pour le notaire, pour les agents. Si votre capacité d'emprunt est de 300 000 et que vous vous positionnez sur un 500 000, c'est dommage pour tout le monde. Donc moi, je recommande à l'ensemble des clients de calculer en amont sa capacité d'emprunt et ensuite de voir quel est le projet qui est le plus utile. Je veux bien que tu tournes la page, Michael. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc là, j'ai présenté sous un tableau les principales caractéristiques qu'on va venir regarder. Donc, je ne sais pas si c'est un tableau qui peut vous correspondre. Imaginons, on a une personne qui n'est pas axée mariée avec ou sans enfant, ça n'a aucune importance. Les éléments qu'on va venir regarder ici, c'est votre CDI. On va regarder votre salaire après impôt. J'insiste également après impôt. Pour quelqu'un qui habite aux États-Unis, on va venir regarder votre salaire sur votre bulletin de paye tout en bas du bulletin, c'est-à-dire même après le paiement de votre 401K, c'est-à-dire votre pension retraite, même si elle est modulable, vous pouvez arrêter à tout moment. C'est important pour une banque de se baser sur votre salaire net. Donc, lorsqu'on est très proche des 35% après projet et que vous avez on va dire une partie de 401K qui est très élevé, tous les 15 jours, vous cotisez une part importante, c'est quelque chose qu'on peut moduler en amont du projet, donc d'où l'importance de calculer votre capacité d'emprunt en amont. Et il nous est arrivé, notamment là, on est en train de faire 2-3 dossiers où on a demandé aux clients de regarder ce qui peut être fait sur la partie retraite, c'est-à-dire sur la partie 401K, est-ce qu'on peut le moduler à la baisse pendant une certaine durée afin d'améliorer son taux d'endettement. Donc, on va venir également donner des préconisations à nos clients, regarder les charges qu'ils ont et voir est-ce qu'il y a des parties sur lesquelles on peut travailler en amont, faire baisser toutes ces charges afin d'améliorer votre taux d'endettement, ensuite de préparer une demande de financement. Donc là, pour quelqu'un qui a 150 000 euros, c'est une belle épargne qu'il a sur ses comptes. La personne s'est positionnée sur un bien à 300 000. On est parti sur un taux à 3,80. Ça fait des mensualités à 1 429. À Marseille, vous pouvez faire de la colocation pour 300 000, être pas loin de cette mensualité pour faire des loyers en colocation. Donc, ce qui est important, c'est de regarder combien vous allez pouvoir emprunter, regarder sur quelle durée, regarder la mensualité, regarder les loyers, les futurs loyers que vous allez recevoir. Et en fonction de ça, on va moduler et on va vous proposer des simulations proches de ce que vous allez vraiment obtenir tous les mois sur 20 ans. Je veux bien que tu tournes, Michael. OK. Alors, ça, c'est une simulation, on va dire rapide, si on est mené à travailler ensemble. Là, je vous présente une simulation que j'envoie à mes clients pour calculer la capacité d'emprunt. Dans la colonne de droite, ce sont toutes vos informations personnelles.
Donc là, on est sur un client qui gagne très très bien sa vie, qui a une très très bonne situation financière, qui a une très belle épargne, et il nous a consulté pour faire un projet. Il veut pas mettre de contrepartie. On a dit OK, pas de contrepartie. Il sait très bien qu'il y a un minimum de 250 000 euros. On est dans les ratios, on est dans les paramètres. Là, pour une personne, je propose du 75%. Il n'y a pas de contrepartie. Ça lui fait un apport de 172 000 euros sur un taux de 4,90 parce qu'il voulait absolument aller sur du 25 ans. Si vous avez été sur du 19 ans, j'aurais pu présenter du 4,50. Il faut savoir que sur cette option-là, je n'ai même pas l'obligation d'appliquer l'assurance emprunteur. Donc, si je vais sur du 19 ans, j'ai un 4,50 net, sans contrepartie, sans assurance emprunteur, avec une mensualité un peu plus basse. Et ça me permet de financer un projet où le client, son premier caractéristique, on va dire son premier dans le cahier des charges, la première chose qu'il voulait, c'était 25 ans et pas de contrepartie. Donc, c'est possible. Donc, je ne sais pas si vous correspondez à ce profil de client, mais regardez, ça, c'est quelque chose qu'on peut également faire. Ensuite, en deuxième simulation, j'ai dû faire une simulation pour Canada. Donc là, Canada, j'ai un autre client qui m'a consulté pour obtenir un financement. Là, vous voyez, c'est un LTV à 90%. Sur l'autre client, on était à 75%. Là, on remonte à 90%. Et là, je prévois 20% du montant du prêt en placement. Donc, je l'ai indiqué nantissement. Donc ici, il n'y a pas de nantissement. On a réussi à négocier du placement en banque. Donc, du placement en banque, par exemple, ça peut être un compte titre, ça peut être un livret A, tout simplement un livret A. Il faut savoir que le livret A, je crois qu'il est plafonné à 23 000 euros quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent que vous mettez. Il vous rapporte 3%, certes, sur une petite somme, et les fonds sont disponibles à tout moment. Donc, ça fait partie des contreparties que certaines banques peuvent nous proposer dans leurs exigences. Donc, c'est pas trop, on va dire, c'est pas très douloureux pour un client de transférer s'il a déjà un livret A dans une autre banque. Et en même temps, il peut obtenir 90% la valeur du bien en financement. Donc, on parle bien 80% de 180 000 euros. Et là, on est sur un taux à 4,65. C'était début janvier. Je pense qu'aujourd'hui, ce taux, je peux le descendre à 4,40. 4,40, 4,50, 4,30 selon l'agence bancaire avec laquelle je vais travailler. Et regardez, par rapport au salaire qu'ils ont, le couple, et un loyer à l'étranger, sur un projet à 180 000 euros, j'arrive à un taux d'endettement de 30,65. Effectivement, 30,65, on n'est pas loin de 35%. Donc, si la personne veut faire un deuxième projet, eh ben, il est important de regarder, de refaire une deuxième simulation, un deuxième calcul de capacité d'emprunt et de regarder comment je vais pouvoir travailler sur mes charges ou sur mes revenus. Je sais qu'il est toujours plus facile de travailler sur les charges que de travailler sur ses revenus, hein. Tout le monde demande qu'à augmenter ses revenus, mais les charges, par exemple, les loyers, on peut peut-être les baisser. Les crédits, lorsqu'on a des crédits à la consommation, crédits travaux, on peut les rembourser certaines parties et faire baisser la mensualité. Donc tout ça, on va regarder en fonction de votre situation, quels sont les paramètres sur lesquels je vais pouvoir travailler et faire baisser pour que vous obteniez un meilleur taux. Si votre objectif, c'est de continuer à financer d'autres projets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder en amont de votre projet. Ensuite, je présente également une troisième simulation, si je ne me trompe pas. Non, il y en avait que deux, pardon. Alors, les questions qui reviennent régulièrement, c'est comment ça se présente le dépôt de dossier chez nous. Alors, quel que soit, hein, que ce soit chez un courtier comme nous ou à la banque, le process reste plus ou moins le même. De manière générale, les banques, elles demandent, entre le moment où vous avez signé le compromis et le moment où les offres sont éditées, les banques, elles vont exiger 2 mois complets, donc 8 semaines de traitement. Et ces 8 semaines de traitement sont importants parce que, regardez, il y a quand même plusieurs étapes qui vont passer entre le moment où vous déposez votre compromis et le moment où les offres vont sortir. Donc, vous, en amont, la première chose à savoir, quelle est votre capacité d'emprunt? Et lorsque vous avez calculé votre capacité d'emprunt, vous pouvez indiquer investissement locatif, quel est votre projet. Et en fonction du projet, nous, derrière, on va pouvoir faire une simulation. Et en fonction de votre simulation, vous allez pouvoir connaître quel est votre apport à sortir dans le projet. Est-ce que vous sortez 20%, 10% ou 30%? Quelles sont les contreparties qui vont être exigées par les banques? Est-ce que ce sont contreparties qui sont convenables pour vous? Est-ce que vous pouvez les accepter ou pas? Donc ça, on les fait en amont. Donc on se met d'accord sur un projet. Un projet déjà sur le projet immobilier et on se met également d'accord sur un projet
de financement. Donc tout ça va ensemble. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, on prépare vos dossiers de prêt, nous, à côté, en tant que courtier. Et à côté, vous signez en parallèle, vous signez, donc vous identifiez un projet, vous validez une offre pour le bien, vous passez chez le notaire, vous obtenez le compromis. Et nous, en parallèle, on monte, on instruit votre dossier de prêt. Et lorsque le dossier de prêt il est prêt, nous sommes en mesure donc de signer un mandat, bien sûr, et ensuite de déposer votre dossier dans plusieurs banques. C'est cette partie-là qui est importante, le nombre de banques. Le nombre de banques, aujourd'hui, on n'a pas non plus 25 banques qui vont pouvoir vous accompagner, donc on ne va pas éditer 20 offres. Au mieux, on va pouvoir éditer 3 banques différentes. Si c'est pour éditer les mêmes offres, les mêmes offres, ça n'a pas de sens. On va éditer 3 banques différentes. Est-ce qu'on fait du 80, 75, 90 avec 100 contreparties, 4,65, 4,50, 20 ans, 25 ans. Voilà le cahier des charges sur lequel on va tourner autour et on va regarder quels sont les détails les plus importants pour vous. Pour vous, si pas mettre d'épargne, c'est plus important et vous préférez mettre du placement, eh ben on va aller voir les banques qui sont capables de financer du 100% lorsque c'est possible ou 90% lorsque c'est possible. Et on indiquera dans les cahiers des charges, le client, il n'est pas contre de placer de l'épargne. Donc ça va nous ouvrir des portes. Donc c'est pour ça qu'il faut nous, on vous connaisse un minimum et en fonction de votre cahier des charges, on est capable d'identifier la bonne banque et de déposer vos dossiers. Une fois que nous, on a déposé le dossier, vos dossiers, donc il va être en premier lieu analysé par un directeur d'agence qui va donner un premier accord. Et ensuite, le directeur d'agence, il envoie un conseiller qui va donner un deuxième accord après lecture des documents. Et ensuite, lui, il va préparer tout un lot de documents et ensuite, il va envoyer en comité ou à des analystes. Et c'est ces analystes-là qui vont valider soit oui, soit un non. Et si oui, on va nous donner les conditions d'emprunt. Si c'est non, on nous indiquera pour quelles raisons ils disent non. Le non, ça peut être peut-être par rapport à votre contrat de travail. Le non, ça peut être par rapport à votre pays de résidence. Le non, ça peut être parce qu'il ne vous reste pas assez d'épargne après projet. Non, parce que votre projet est beaucoup trop cher par rapport à votre taux d'endettement trop proche de 35%. Il y a plusieurs raisons du refus. Et ces refus-là, c'est notre rôle d'identifier les banques qui ont refusé et ensuite de voir avec vous, est-ce qu'on ne peut pas revoir votre projet, peut-être baisser un petit peu le montant du prêt et déposer dans une autre banque pour avoir un accord. Donc voilà, donc il va y avoir des dizaines d'allers-retours entre le client et nous et la banque afin d'identifier le meilleur schéma du prêt pour que vous puissiez obtenir le financement. Ça, c'est notre rôle. Donc, on va vous accompagner du début, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez identifié le projet, on a calculé votre capacité d'emprunt jusqu'à obtention d'une offre d'une banque en moins, ensuite l'ouverture de compte, ensuite l'édition des offres de prêt, ensuite signature chez le notaire, donc on vous accompagnera avec la demande de déblocage, etc., entre la banque et le notaire, et ensuite on va veiller à ce que la signature se passe bien dans les délais qui ont été indiqués dans le compromis. Donc nous, on va vous accompagner sur cette partie-là. Donc c'est pour ça que c'est un délai qui est assez long, et donc si vous avez la possibilité en amont de faire les projets et de vous poser les bonnes questions entre où est-ce que j'achète, quel est le budget que je vais allouer pour ce projet-là, ça serait top parce que votre projet, il a déjà gagné beaucoup d'étapes et ça nous permet d'identifier la bonne banque dès le début. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, Michael. Non, non, impeccable. Merci, Givenchy. C'était très clair comme. Est-ce que je peux juste demander, parce qu'il y a des gens qui se sont connectés du UK aussi, Ouais, par rapport au tableau que tu as montré sur les US alors il faut bien que tu et le reviennes. Canada? Ouais, Est-ce que tu peux venir sur l'un, c'est du... non, reviens après 90. celui-ci? Voilà. Ici, donc là, le Canada, ici, je peux aller point UK résident. Soit je vais sur du 90% avec 20% du placement, ou soit je vais sur du 100%. Donc, je peux financer 100%. Ça veut dire 100%, 180 000 euros sur 20 ans. Et là, parfois, je peux demander du nantissement. Donc, si le nantissement, ça ne dérange pas le client, je peux demander 20% de nantissement ou 20% de placement. Donc, ça, je verrai lorsque je serai avec le banquier. Parfait, merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Dans le prolongement, je vais vous donner quelques éléments pour bien appréhender votre investissement immobilier. Et comme vous l'a très bien expliqué Givenchy, il y a un vrai intérêt parce qu'on sait aussi que un certain nombre de résidents, et c'est aussi quelquefois l'intérêt de partir de France, les salaires sont meilleurs, donc les apports sont potentiellement plus conséquents. On a souvent la question, est-ce que je suis en cash, est-ce que je mets de l'effet de levier?
Vraiment, l'intérêt, bon, je vous ai mis un petit tableau récap, c'est de pouvoir, bien évidemment, mettre l'apport personnel et ou les contreparties qui permettent d'obtenir le financement. Mais il y a un vrai intérêt à mettre de l'effet de levier, puisque potentiellement, pour la même somme d'argent investie, soit vous allez pouvoir faire plus de projets, et donc tout simplement acheter plus d'appartements, et donc avoir plus de revenus locatifs, et donc générer un ROI qui est beaucoup plus important. Je vous ai mis, pour comparer, quelqu'un qui ferait un achat cash à hauteur de 150 000 euros, qui aurait 9 000 euros par an de loyer, on va arrondir à 10 000 sur 150 000, ça lui fait 6% par an. Et quelqu'un qui met un effet de levier, donc dans les grands ordres de grandeur, entre 30 et 40% d'apport, donc qui met ses 150 000 euros et qui va chercher par l'intermédiaire de Givenchy 300 000 euros d'emprunt, on va pouvoir bien évidemment faire un projet en valeur qui est plus important, dans l'exemple 450 000 euros. Et ça veut dire que vos fonds investis vont tourner beaucoup plus. Donc, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir aller mettre de l'effet de levier parce que ça va vous faire un ROI qui est beaucoup, beaucoup plus important. Ensuite, dans tous les différents éléments de l'investissement immobilier, j'ai souvent des questions sur la fiscalité et donc je voudrais vous dire notre préconisation et notre conseil pour mener à bien ce type de projet en investissement immobilier et qu'on parle un petit peu de fiscalité. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va vous conseiller de faire de la location meublée si vous achetez en personne physique, donc en votre nom ou avec monsieur ou avec madame en indivision si vous êtes marié. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a une niche fiscale qui est intéressante, dont vous pouvez profiter. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez résident fiscal français ou non résident fiscal français. Pourquoi? Parce que les loyers sont sur le sol français. Donc l'administration fiscale française va avoir comme référent comme si c'était du chiffre d'affaires en France. Cette niche fiscale, ça s'appelle le LMNP, loueur meublé non professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire tout simplement que vous êtes en personne physique et que vous achetez en personne physique et qu'on va exploiter votre bien en location meublée. Si on respecte ces deux critères, derrière, on va venir déclarer ce qu'on appelle le régime réel, c'est-à-dire le comptable va réellement comptabiliser, comme le nom l'indique, quelles sont les recettes et quelles sont les charges de votre projet. Le gros intérêt ici, c'est que dans le dispositif LMNP, votre bien, donc le prix de l'appartement ou le prix de l'immeuble, va rentrer en tant que charge puisqu'il va être amorti. Ça va être la même chose pour vos travaux. Ils vont être amortis sur une durée de 10 ans et ça va être la même chose pour les différents frais. Les honoraires, par exemple, de Givenchy dans le courtage vont rentrer en charge. Nos honoraires pour dérouler l'opération également. Les frais de notaire, c'est-à-dire la taxe pour devenir propriétaire, va rentrer en ligne de compte. Et l'ensemble de ces frais vont venir neutraliser l'ensemble des loyers. C'est-à-dire que 1 euro ici, mis par exemple au service de vos travaux, va venir neutraliser comptablement 1 euro de loyer et de revenu locatif. C'est très intéressant parce que comptablement, vous allez être volontairement déficitaire. Pourquoi? Parce qu'au début de votre projet, forcément, il y a plus de charges. Les travaux, on va les démarrer, on les fait une fois au début. Les frais de notaire, vous les payez qu'une fois. Nos frais, vous allez les payer qu'une fois. Les frais de courtage de l'identique qu'une fois. Et ce déficit, il est reportable. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça va vous permettre ici de comptablement être déficitaire uniquement, bien évidemment, comptablement et pas en termes de trésorerie sur votre projet. Et c'est ce qui va tout simplement vous permettre de ne pas être fiscalisé parce que c'est comme si vous étiez à la tête d'une société qui était déficitaire. Donc ça, les résidents fiscaux français font exactement la même chose. Et c'est ce qui va permettre tout simplement en termes de cash management d'avoir juste à gérer combien me donne mon locataire en termes de loyer et combien je dois rembourser à la banque. Et ça, on le calcule dès le début, comme l'expliquait précédemment Givenchy. On va venir une fois qu'on a trouvé le projet, on sait bien évidemment combien coûte l'investissement du projet global. On sait également combien, parce qu'on vous le budgétise, vont payer les locataires. Et ça nous permet de placer parfaitement le curseur sur le financement, à la fois en termes de durée et à la fois en termes d'apport, pour pouvoir ajuster
et que tout simplement l'opération se rembourse au fil du lot par une tierce personne qui est le locataire. Donc ça, c'est extrêmement avantageux. Deuxième aspect, on a déjà des clients non-résidents qui ont déjà de l'immobilier, qui ont déjà potentiellement beaucoup acheté. Et donc, dans ce cadre-là, on peut également acheter au sein d'une société. Il existe différents montages. Le plus connu est celui d'acheter en SCI à ce qu'on appelle l'IS, SCI pour Société Civile Immobilière. C'est une société dont l'objet social est de détenir de l'immobilier, donc qui est faite pour ça. Et à l'IS, ça veut dire à l'impôt sur les sociétés. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est globalement le même mécanisme, c'est-à-dire que l'ensemble des différents frais liés à l'opération vont rentrer en charge, que ce soit un amortissement ou une charge. Et donc, ça va permettre tout simplement de neutraliser en face les loyers et donc de ne pas être excédentaire, de ne pas déclarer de bénéfices comptablement et donc d'avoir une brique supplémentaire qui s'ajoute, qui serait une brique d'imposition. C'est extrêmement avantageux parce que ce que vont rechercher ici tous les investisseurs, c'est tout simplement à ce que le bien soit payé par les revenus locatifs sans avoir une brique d'impôt qui va se greffer au milieu. Il existe beaucoup de montages dans l'immobilier. D'autres, pour les chefs d'entreprise ou autres, peuvent être à travers des holdings. Je vous l'ai mentionné. Je ne vais pas le détailler ici parce que c'est un petit peu plus complexe, mais bien évidemment, alors on n'est pas fiscaliste. Soit c'est très complexe, on vous met en relation avec un fiscaliste. Soit c'est un montage assez simple qu'on maîtrise parce que depuis 10 ans, on accompagne des clients qui font ce type de montage. Et donc, on sera en mesure, lors d'un rendez-vous un petit peu plus approfondi qui s'adapte bien évidemment parfaitement à votre situation, de vous l'expliquer. Je voudrais qu'on parle un petit peu travaux parce que c'est important de comprendre cette notion-là et plus particulièrement de comparer la partie travaux. Est-ce que j'achète de l'immobilier ancien et je fais des travaux ou est-ce que j'achète de l'immobilier neuf? Je vous ai remis un petit peu les avantages inconvénients. Les grosses différences qu'on va constater entre un achat dans l'immobilier locatif ancien ou dans du neuf, c'est que tout simplement, déjà en termes de prix, je vais payer moins cher mon bien dans l'immobilier ancien. Pourquoi? Parce que l'immobilier neuf contient les différentes normes du neuf et donc le neuf va être par nature plus cher qu'un achat immobilier locatif dans l'ancien. Donc c'est aussi pour ça qu'on se tourne et qu'on vous préconise plutôt d'acheter de l'ancien parce qu'en termes de rentabilité, ça va être meilleur parce qu'on rentre sur un produit qui est moins cher. Je vais pouvoir passer, comme je l'ai dit précédemment, mes travaux de rénovation en déduction. Ça va être une charge, ça va être un amortissement qui va se traduire par le fait que je vais pouvoir neutraliser du chiffre d'affaires que sont mes loyers. Dans l'immobilier ancien, on va plutôt vous préconiser d'aller dans des immeubles où il y a des faibles charges. Donc ça, je sais que c'est une grosse distinction par rapport aux US, puisque généralement, il y a des charges qui sont quand même élevées dans les buildings parce qu'il y a du service, bien évidemment, en face. Ici, comme vous n'allez pas vivre dans le logement, que c'est un investissement locatif, on va vous conseiller d'aller dans des immeubles où il y a des faibles charges puisqu'on ne va pas forcément louer beaucoup plus cher s'il y avait beaucoup de services. Et en tant que propriétaire, c'est vous qui allez payer sinon les services auprès de la copropriété et du syndic qui s'occupe de les gérer. Donc, on vous préconise plutôt d'aller dans des immeubles, alors ce qui est traditionnel à Paris ou dans d'autres villes de France, c'est-à-dire potentiellement sans gardien ou sans gardienne, sans de grands espaces verts à entretenir, et donc plutôt des copropriétés à taille humaine, ce qui va vous permettre, ce qui va nous permettre d'augmenter le rendement, parce qu'on va avoir des charges qui vont être très faibles dedans. L'avantage, c'est que comme on rentre sur un prix qui est plus bas et qu'on va rénover ce bien immobilier, vous avez des perspectives de plus-value qui sont beaucoup plus présentes que dans un achat immobilier neuf où vous êtes rentré sur un prix qui est un prix de l'immobilier neuf et qui est beaucoup plus élevé. Et enfin, en termes de localisation, vous savez, on dit souvent qu'est-ce qui est important dans un achat immobilier. En un, c'est l'emplacement. En deux, l'emplacement. En trois, l'emplacement. C'est une réalité puisque c'est la seule chose, bien évidemment, qu'on ne pourra pas corriger et changer dans le temps. Et donc, c'est un gros intérêt d'acheter de l'immobilier locatif ancien, c'est que vous allez pouvoir, par notre intermédiaire, on va pouvoir choisir des localisations et bien évidemment des très bonnes localisations. Ça manque de foncier en France. La plupart du temps, le neuf, il est construit en périphérie des grands centres-villes où c'est excentré. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va aussi pouvoir acheter
des emplacements cœur de ville, centre-ville, des emplacements numéro un, en fonction, encore une fois, bien évidemment, de votre projet. On ne va pas montrer que le verre à moitié plein. Je vous ai mis les inconvénients. L'inconvénient, c'est que la plupart du temps, il faut passer par la case travaux. Pourquoi? Parce que la législation en France, elle a changé. On a ce qu'on appelle, quand on achète un bien immobilier, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. De façon très factuelle, ça va vous donner une note concernant la déperdition de votre appartement. Est-ce qu'il est bien isolé ou non? C'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est pour résumer. Et du coup, il y a des interdictions qui sont formulées à la location quand votre bien est trop énergivore. Donc, ça veut dire que ça nous oblige à faire des travaux de rénovation pour qu'ils soient aux normes et qu'ils puissent, dans le temps et dans la durée, être exploités. Dans les faits, ça ne nous gêne pas trop et de toute manière, on vous le recommandait déjà précédemment, puisque le but du jeu, c'est bien entendu de créer de la valeur pour le locataire, que vous ayez un bien immobilier neuf. C'est une chance de pouvoir emprunter en même temps que l'achat immobilier pour vos travaux, parce que vous allez pouvoir mettre vos travaux sur la même durée d'emprunt que le bien immobilier. Alors que si vous achetez le bien immobilier et que vous décidez ensuite, dans 2, 3, 4 ans, de faire des travaux, c'est très compliqué, voire impossible, d'avoir une durée de prêt de travaux de 20 ans à ce moment-là. Les durées de prêt vont être beaucoup plus courtes si on prend un prêt sec travaux. Donc, c'est vraiment l'intérêt, c'est de regrouper l'intégralité. Aussi, Givenchy a très bien expliqué, vous pouvez prendre un différé de remboursement. Donc, on fait tout d'un coup et le différé de remboursement, vous ne remboursez pas tout de suite la mensualité. Donc, ça vous permet de ne pas souffrir, de devoir faire des travaux et donc de ne pas avoir de locataire et de devoir tout de même, en même temps, rembourser votre échéance bancaire. Pour synthétiser, le fait de rénover va vous permettre de repousser l'imposition. Vous allez avoir beaucoup moins de frais de maintenance puisque bien évidemment, on repart sur un bien qui est complètement refait et aux normes. Donc les frais d'entretien, ils vont être réduits au minimum, en tout cas, bien évidemment, pendant les premières années. Et on va créer de la charge utile et intelligente fiscalement pour repousser l'imposition. Ce qu'on vous conseille dans l'immense majorité des cas, c'est d'exploiter en meublé votre appartement. Alors pour un sujet de fiscalité que j'ai évoqué précédemment, également parce que c'est une niche qu'on vient exploiter, le fait de meubler le bien, on va se distinguer de la concurrence, on va créer un vrai coup de cœur sur le marché, on va pouvoir drainer des locataires de qualité, on va pouvoir louer plus cher parce qu'il y a une prestation supplémentaire et une prestation supplémentaire qui est très rentable puisqu'en seulement quelques années, vous avez largement amorti le prix des meubles. Et ensuite, bien évidemment, vous êtes propriétaire d'immeubles, ils sont là et ils ne sont pas vétustes au bout de 3 ans et vous les avez déjà amortis. Et donc, ça va nous permettre tout simplement d'avoir une rentabilité qui est bien supérieure au marché, d'avoir moins de vacances locatives et donc de louer mieux, plus cher et plus rapidement. Et donc, pour toutes ces raisons, d'augmenter le rendement. Je vous ai mis quelques exemples d'opérations qu'on a réalisées pour des clients. Je vous montre un exemple d'opération à Paris qui a été réalisée. Donc là, c'était un plateau. C'est une opération conséquente puisqu'elle fait un petit peu plus d'1 million d'euros. Donc pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans ce type d'opération, qui ont la surface financière, l'intérêt, c'est qu'on vient faire une brique d'un coup à 1 million d'euros, donc avec des revenus locatifs, bien évidemment, qui sont cohérents en face. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, on va de 4 à 8% de rentabilité. On va toujours battre le marché. La différence, c'est que bien évidemment, quand on investit à Paris, la rentabilité, elle fait 2-3%. Sur ce type d'opération, on va être ici à 4,5% et on va pouvoir, si on va dans d'autres villes et en province, monter en rentabilité. Givenchy parlait tout à l'heure de Marseille où on est présent, mais on est présent dans plus de 30 zones géographiques en France. Et donc, c'est tout simplement que dans des villes de province, le ratio entre le prix du mètre carré et le prix de la location va être plus favorable et on va monter en rentabilité. Après, Paris reste la capitale, c'est une zone attractive. Il y a ce qu'on appelle une très grande liquidité du marché. Donc, on a beaucoup de clients qui se tournent aussi vers Paris pour tous les avantages que procure Paris. Pour parler de cette opération, c'était un appartement familial qu'on a divisé en 2 appartements type T2. Donc, type T2, c'est avec une chambre séparée et un studio. Donc, le client, on passe une seule fois auprès du notaire, on fait un seul financement et le client se retrouve derrière avec 3 appartements, 3 unités distinctes qui vont générer 3 revenus locatifs. Pourquoi on fait ça et on ne l'exploite pas en un seul appartement? C'est tout simplement que ça va générer des meilleurs revenus locatifs et une plus grande rentabilité.
La deuxième raison, c'est également que si demain le client veut revendre à l'unité, bah, il pourra le faire. Et le prix de l'immobilier, alors je ne sais pas si c'est dans le monde, mais en tout cas en France, fonctionne de telle sorte, plus vous avez une petite surface, comparable dans le même immeuble et le même quartier, plus le prix au mètre carré est élevé et plus vous avez une grande surface, plus le prix au mètre carré diminue un peu. Ça s'explique par le fait qu'il y a plus de monde qui va avoir 200, 300 000 euros à investir, donc il y a plus de concurrence, bien évidemment, sur des plus petits produits que sur des produits à plusieurs millions d'euros dedans. Et donc, il y a aussi un gain pour notre client, ce qu'on appelle en valeur vénale du produit, c'est-à-dire dans ce qu'il détient à la fin, puisque le fait de le diviser bah, lui fait que son produit à la sortie vaut plus cher que s'il était resté en appartement familial. Je vous montre quelques photos de la rénovation pour que vous ayez un ordre bah, d'idée aussi, à la fois de la qualité de la rénovation et du rendu final dedans. Euh, Là, on voit par exemple un exemple type T2. On voit à l'image, je ne sais pas si c'est assez grand ou pas, mais que si on regarde la fenêtre de gauche, que les murs, ce qu'on appelle déperditifs, c'est-à-dire qui donnent sur l'extérieur, bah, ont été doublés, c'est-à-dire qu'il y a de la laine de verre au milieu pour répondre aux normes en vigueur et justement avoir un bon DPE derrière, diagnostic de performance énergétique. À titre d'information, pour ceux qui connaissent un petit peu, cet appartement, il a fini avec la lettre D. Et la lettre D, bah, il n'y a plus d'interdiction. Vous pouvez louer ad vitam aeternam avec la réglementation en vigueur. Et quand on l'a acheté, le client l'a acheté, la lettre était G et donc était soumise potentiellement ensuite à une interdiction dans quelques années à la location derrière. Donc ça permet bah, de recréer de l'offre, d'avoir un produit qualitatif, d'avoir un produit qui est cohérent en valeur vénale et qui génère une bonne rentabilité tout en étant fier de ce qu'on détient à la fin. Nous, ça nous tient à cœur dans ce qu'on fait tous les jours, que les clients voilà, soient très contents. On peut à la fois, bien évidemment, et créer de la valeur, créer du profit et délivrer un produit de qualité. Je vous ai mis encore ici quelques visuels de ce projet. Je vous montre un autre projet. Voilà, on est sur un dernier étage, donc en plus il est très lumineux, pas spécialement de vis-à-vis, quoi. Ça reste Paris, mais on est en étage élevé. Balcon filant sur toute la longueur. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, par exemple, sur ce type de projet pour un investissement à Paris, ça vous donne un bon ordre d'idée à la fois visuel de ce qui peut être mené. On peut bien évidemment monter en termes de rentabilité. La conséquence de monter en rentabilité, c'est qu'on va, pour le même montant investi, par exemple, dans une autre localisation, ben, on va tout simplement générer plus de revenus locatifs. Alors, je vous mets à l'aise par rapport à ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il ne faut pas se dire c'est celui, entre guillemets, je veux absolument faire la meilleure des rentabilités. Il y a autant de projets que d'investisseurs. On agit bien évidemment en tant que conseil. Et ce que je peux vous dire pour vous conseiller que vous puissiez placer le curseur au bon endroit, c'est qu'en un, peut-être que votre port d'attache et vous avez de la famille dans certaines villes de France, donc que ça peut aussi vous rassurer d'investir dans cette zone-là parce que vous avez de la famille ou quand vous rentrez, ça vous fait un pied à terre ou plus tard à la retraite, ça vous fera un pied à terre dedans. Et ensuite, c'est pareil, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages des grandes métropoles en France, c'est les avantages à la revente, beaucoup de liquidités. Si un jour vous voulez revendre, bah, on est capable de revendre extrêmement rapidement l'opération parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Même sujet sur la location. Et en plus, on est dans une période particulièrement tendue sur le marché locatif, puisque comme les taux, alors bon, ils descendent en ce moment, mais ils sont montés précédemment, bah, il y a eu un peu moins de volume de transactions. Du coup, il y a eu moins de transactions qui sont effectuées. Les gens sont plus restés dans les appartements et du coup, ça a mis une très, très grosse pression sur le marché locatif. Donc, je peux vous dire, en ce moment, les investisseurs bah, se frottent les mains parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers de candidats locataires et il n'y a pas assez d'appartements qui peuvent être mis à disposition du public locataire. Donc, la vacance locative dans les grandes métropoles de France, c'est un gros atout. Elle est extrêmement tendue. Ensuite, le sujet, c'est que plus on va s'excentrer des grandes métropoles où on va aller dans des villes secondaires et qui restent bien évidemment extrêmement propices à l'investissement immobilier, bah, le ratio va s'améliorer par rapport aux grandes métropoles de France. C'est-à-dire que pour le même montant investi, on va générer plus de loyers. Je vous prends l'exemple d'une opération à Montpellier.
pour des clients qu'on a réalisés récemment qui génèrent plus de 8% de rentabilité. Donc, ça commence à être des rentabilités qui sont très élevées, tout placement confondu. Vous voyez un exemple ici, par exemple, de visuel sur la cuisine. C'est un appartement qu'on a transformé en T5. En T5, ça veut dire qu'il y a un salon séjour cuisine et quatre chambres. Il est exploité en colocation. Donc, on le fait parce que ça va permettre de générer plus de loyers, encore une fois, que si on l'avait loué à une famille au global et on va arriver à générer une meilleure rentabilité. Ici, ça génère 24 000 euros par an. Donc, ça veut dire 2 000 euros par mois sur quatre chambres. Ça va être loué à quatre colocataires qui vont payer chacun 500 euros par chambre. Si on le louait à une famille, bien évidemment, on n'aurait pas pu le louer 2 000 euros. Sans vous dire de bêtises, je n'ai pas fait l'exercice, mais ce serait peut-être loué 1 200, 1 300 euros. Donc, ça va permettre d'aller chercher 600, 700 euros de plus par mois. Et c'est là où on va vraiment créer un gap de rentabilité. Et lors des travaux, on va le reconfigurer, bien évidemment, pour pouvoir accueillir quatre chambres et quatre colocataires. Le bien ici, il a été acheté 185 000 euros. On a trouvé des locataires et il a été plein en 3 semaines dedans. Et donc ici, on se situe à Montpellier. Ce raisonnement, il va être valide dans toutes les villes de France où on est présent, puisqu'on va pouvoir vous accompagner dans 30 villes de France. Donc, il y a toutes les chances qu'on puisse, bien évidemment, répondre à votre demande en termes de localisation. Je vous ai mis ici encore quelques visuels pour que vous puissiez, voilà, pardon, c'est la dernière, pour que vous puissiez vous rendre compte. On va vous accompagner sur différentes typologies de produits, du studio jusqu'à l'immeuble complet, en passant par exemple par le plateau ou la division d'appartements, comme j'ai pu vous le présenter juste avant. On fait peut-être une session pardon, de questions-réponses? Yes. Il nous reste quelques minutes. Je vais juste On arrêter le a... partage pour voir les questions si ça ne vous ennuie pas. Yes, avec plaisir. Donc, on a reçu pas mal de questions. Le premier, c'était un auditeur anonyme qui nous disait quel est le ratio revenu brut, prix d'achat, acte en main des produits que vous référencez? C'est pour moi? Je pense. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre quel est le ratio qui est attendu, mais je peux vous donner deux, trois métriques et puis n'hésitez pas à préciser la question. On va débuter à partir de 100 000 euros tout inclus. Quand je dis tout inclus, c'est appartement, notaire, travaux, mobilier, note rémunération. Il n'y a pas de limite. On fait des opérations à plusieurs millions d'euros. Et ensuite, c'est les ratios que vous a cités Givenchy entre le ratio d'apport et ou de contrepartie versus montant total du projet. Et donc, entre 30 et 40% d'apport et ou de contrepartie pour vous ayez un ordre d'idée du projet global par rapport au montant total du projet. Parfait. J'en profite aussi, peut-être que vous avez des calendriers digitaux pour qu'on puisse prendre rendez-vous, je pense. Euh, Ouais. Vous pouvez les mettre dans Ouais, le bien sûr. chat, Alors comme moi, ça sur les mon gens. site, directement, comment je peux mettre? Je vais mettre le Je vais vous nom. le faire apparaître dans le chat. Ouais. euh, donc, si on va sur Société de courtage, on a Ouais, directement la le lien présentation. vers. Ouais. OK. Donc, je l'ai mis dans le chat. Michael, je te laisse Ouais, je aussi suis en le train de le taper, mettre. ouais. Euh, et puis, alors, j'en profite aussi. Georges nous demande, y a-t-il un document disponible pour téléchargement? Alors, je vais juste faire Quel une document? petite démo très rapide. Euh, Tous les webinaires sont enregistrés. Quand Ouais. vous arrivez sur French Morning, Maudit Français ou French Morning Londres, vous arrivez là et vous cliquez sur webinaire là. Vous retrouvez tous les webinaires qu'on fait. Le webinaire d'aujourd'hui, il est là. Et en fait, il y aura le live et il y aura aussi les slides en dessous. Donc, vous pourrez très facilement accéder à tout ça là. Hop. N'hésitez pas. Et si jamais il y a des... Voilà, si vous n'arrivez pas, vous nous écrivez et puis on vous envoie ça.
Euh, alors, on a un auditeur anonyme qui demande, vous occupez-vous Du du changement de destination, changement de ouais. destination ou des autorisations auprès de la copropriété si modification de la configuration des appartements? Ouais, tout à fait. On a des architectes en interne qui s'occupent de toute la partie plan, travaux, suivi de travaux, rénovation, ameublement. Et donc, on prend en charge l'ensemble des démarches administratives, même quand on doit installer un nouveau compteur ou autre dans un appartement, c'est effectivement inclus. Parfait. Concernant le financement d'un auditeur anonyme, généralement, les banques regardent la solvabilité de l'investisseur ou associé de la SCI et les sûretés souscrites. Cautionnement, assurance emprunteur pour prêter car ce n'est pas du crédit hypothécaire. Comment est traité cet aspect pour les non-résidents? Alors, j'ai pas entendu la dernière phrase. Romain, qu'est-ce que tu disais? Ça a coupé. Si tu cliques aussi sur Q&A, comme ça tu peux la lire en même temps. Je ne sais pas si tu vois en bas. Comme ça tu vois les questions en même Pardon, temps. excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. C'est Regarde la solvabilité de l'investisseur ou associé de la SCI et les sûretés souscrites cautionnement assurance pour prêter, car ce n'est pas du crédit hypothécaire. Comment est traité cette... Alors, il faut savoir que de manière générale, que vous l'achetiez en nom propre ou via une SCI, soit une SARL, la première chose que la banque elle va regarder, c'est le profil des associés. Pourquoi? Parce que la banque, elle prête de l'argent effectivement à une structure, une SCI ou une SARL, mais derrière, elle prête aussi à des personnes. Et ces personnes-là, vous êtes solidaires, on va dire solidaires et responsables du paiement du crédit. Donc, si demain, pour X raison, elle n'a pas fait les calculs de solvabilité, de taux d'endettement, etc., si elle se rend compte que vous n'êtes pas financièrement solvable, ben, en fait, elle se prend un risque important. Donc, c'est la raison pour laquelle, quelle que soit la structure qui va financer votre projet, la banque, elle va regarder le profil des associés. Donc, on va repartir dans le même système, on va dire classique, c'est-à-dire quelle est votre capacité d'emprunt, quel est votre taux d'endettement, est-ce que vous pouvez mettre de l'apport, est-ce qu'il y aura des contreparties, etc. Donc, je répondrai oui. parfait. On a une autre question pour toi d'un auditeur anonyme. Alors, pour Le les... CDI n'existe pas aux USA, contrat local. Dans la grande majorité des cas, il s'agit de employment at will. Cela Oui. a-t-il impact sur la capacité d'emprunter avec société de courtage? Alors, effectivement, ce contrat, on est habitué à traiter. Donc, à partir du moment où on le voit dans votre contrat de travail à Twill, nous, on le considère comme un CDI. Donc, on peut vous accompagner. On a l'habitude. Parfait. Alors, j'ai pas Valérie, répondu à la question d'avant, oui, Romain. mais je pense que ça y répondait. Comment prennent-ils en compte les revenus hors de la France? Bio. Oui, en fait, les banques, elles vont regarder parce que on a pas mal de clients qui pensent que les revenus locatifs à l'étranger, les salaires à l'étranger, les bonus à l'étranger ou les crédits à l'étranger ne sont pas toujours pris en compte. Si, on prend aussi bien les charges que les revenus, quelle que soit l'origine des revenus ou des charges. Parfait. Valérie nous dit, est-ce que l'âge est aussi un critère pour les banques? J'ai 58 ans, employé, il me reste environ 7-8 ans sur le marché de l'emploi. Alors, j'ai deux cas de figure. Soit j'ai une banque qui me demande quelle est sa retraite à la retraite. Donc, on va calculer encore une fois votre taux d'endettement à la retraite. Donc, on va vous demander des simulations de retraite. Comme si vous continuez à travailler de la même manière, qu'est-ce qui se passe dans 8 ans? Sinon, on a des banques qui nous disent, bah, puisqu'elle a plus de 55 ans, je vais prendre 50% des revenus qu'elle a aujourd'hui et je vais calculer son taux d'endettement sur une durée courte, peut-être sur 10 ans. Donc, c'est tout à fait possible. Parfait. Un auditeur anonyme nous demande quels sont les frais pour l'achat puis la gestion chez Investissement Locatif. Alors, pour toute la partie gestion de votre projet, nos honoraires sont de 7% hors taxe, donc 8,4% de TTC du projet. Et pareil pour la gestion locative, c'est 7% hors taxe, donc 8,4% du montant de vos loyers. Ces différents frais passent en charge, donc le coût réel est moindre puisque ça va, comme je l'expliquais sur la fiscalité, vous neutralisez des loyers. Parfait. Givenchy, on a Sophie qui nous dit qu'elle avait cru comprendre que les taux étaient à 3,6 en ce moment. Ça dépend des banques. Effectivement, les taux varient énormément en France.
selon la région, on va déposer vos dossiers. Donc, si je dépose vos dossiers dans le sud de la France pour X raisons, parce que dans le nord, j'ai pas réussi à avoir un bon retour, j'essaierai d'obtenir le meilleur taux. Mais c'est vrai que c'est pas évident à vous donner un taux aujourd'hui en disant oui, vous êtes US personne, j'obtiendrai un 3,6. Peut-être que j'obtiendrai un 3,9 pour X raisons. Et notre rôle, c'est vraiment de vous indiquer pourquoi vous n'avez pas eu le 3,6 et du 3,8 à la place. Parfait. Question d'un auditeur anonyme qui nous demande quelles sont les obligations fiscales et déclaratives au Canada concernant ces biens immobiliers en France. Alors, je peux apporter quelques réponses. Ça, le fait que vous êtes résident dans un pays en dehors de la France, vous êtes obligé, de ce fait-là, d'indiquer vos revenus. Imaginons que vous étiez aux États-Unis ou au Canada, vous êtes obligé d'indiquer vos revenus, au fisc canadien en disant que tous les ans, vous avez des revenus locatifs en France. Et donc, comme vous avez des revenus, vous avez aussi des charges. Donc, vous allez aussi bien déclarer l'ensemble des charges et on va dire le calcul se fera de la même manière. On va regarder l'ensemble des charges et on va regarder l'ensemble des revenus. Et donc, s'il y a des charges telles que du crédit et on peut venir amortir l'immeuble, ça fera le même concept que du LMNP en France. Donc, vous ne paierez pas d'impôt. Exactement. Parfait. Un auditeur anonyme nous dit, si on est chef d'entreprise, donc sans bulletin de salaire, qui touche des revenus tels que des dividendes, comment sont calculés le revenu net éligible à l'endettement? Bah, c'est très simple. Si vous êtes chef d'entreprise de plus de 3 ans, comme en France, hein, où en France, pour prêter de l'argent à un chef d'entreprise, toute banque demandera minimum 3 ans d'existence, donc 3 bilans audités. Donc, si vous êtes en mesure de nous prouver que vous avez plus de 3 ans et qu'il y a 3 bilans audités et que sur ces 3 bilans audités de la société, on voit bien paiement des dividendes tous les ans et qu'en face, si vous habitez aux États-Unis, j'ai votre avis d'imposition qui vient le justifier que sur les 3 dernières années, vous avez bien reçu ces dividendes, moi, je les prends pour des rémunérations. Donc, je vais pouvoir calculer votre taux d'endettement. Donc, dans les revenus, j'ai les dividendes et dans les charges, je vais venir ajouter l'ensemble des charges que vous avez. Parfait. Alors, Sarah nous demande, est-ce que le LMNP peut s'appliquer sur de la location saisonnière? Oui, tout à fait. Ça s'applique. Que ce soit de la location meublée ou de la location saisonnière, vous pouvez prétendre au statut LMNP. Et on a la même question sur la partie SCI à l'IS. Dedans, même sujet, SCI à l'IS. Alors, de toute façon, ce ne sera pas la même chose pour la SCI à l'IR, mais SCI à l'IS, pas de problème, vous pouvez faire de la location meublée, de la location saisonnière. Michel nous dit, l'ancien peut être F ou G passoire thermique. Alors, comment louer? Bonjour Michel. Bah, en effectuant justement des travaux, hein, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on va négocier un bon prix d'achat parce que le bien il est en F ou en G. Donc entre guillemets, ça fait peur à certains particuliers qui veulent acheter et qui ne savent pas forcément gérer les travaux. Et donc c'est tout l'intérêt. On va, si vous voulez qu'on travaille ensemble, justement l'acheter moins cher, très bien le négocier parce qu'il est F ou G, faire des travaux qu'on va faire financer et à la fin, bien évidemment, avoir un DPE en D et donc revaloriser drastiquement la valeur de votre bien. Michel nous demande, proposez-vous des ventes à l'enchère? Alors, des ventes aux enchères, non, on n'en propose pas. On vous le déconseille un peu, je vous explique pourquoi. Il y a environ 15% de frais pour devenir propriétaire par rapport à ce qu'on appelle le prix d'adjudication, alors que le notaire est à 8%, donc ça rajoute déjà 8% au vrai prix final. Deuxièmement, le timing pour ensuite faire le versement, si vous vous financez, bah, il ne peut pas vraiment être négociable, donc il y a un risque que vous perdiez votre dépôt de garantie, puis ça peut mettre Givenchy en difficulté sur le financement dedans. Donc, non, en fait, on vous fera faire une très très bonne affaire sur le marché qu'on appelle aussi du marché off-market, dedans, sans avoir besoin d'aller aux enchères, où tout le monde pense qu'il y a des bonnes affaires, mais c'est rarement le cas. Michel nous demande, quel est le coût moyen par mètre carré pour travaux à Paris? Il faut que vous comptiez entre, si on parle d'une rénovation totale, hein, avec dedans et pas partielle, si on garde vraiment les quatre murs, on refait tout à l'intérieur, changement de fenêtre, il faut que vous comptiez entre 1 200 et 1 300 € TTC par mètre carré. Isabelle nous dit, que pensez-vous des sociétés comme Ukio pour la location meublée? Bon, Joselle, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je peux le taper. C'est une société de gestion, je pense, de biens. Je suis désolé, je ne les connais pas. Pas de souci. Michel
Il nous posait une question sur un exemple sur la surface totale. Je ne sais pas si tu te souviens Ouais, de quel 93 exemple. mètres carrés pour celui de Paris, le grand qui a été découpé euh, en 3 en un studio et 2 T2. Le coût des travaux pour un découpage, c'est sensiblement similaire à ce que tu as donné. Oui, et plus on va acheter grand, moins on va payer cher parce qu'il y a une économie d'échelle aussi sur les travaux. Et plus on fait des travaux dans un petit appartement, plus le prix au mètre carré monte un petit peu parce qu'il y a toujours une salle de bain, une cuisine. Et c'est pas forcément la peinture ou du parquet qui est cher. Alors, on a Val qui nous dit, pour du LMNP, j'ai toujours eu l'impression que les locataires ne restent pas très longtemps, pas plus d'un an en général. Quel est votre point de vue à ce sujet? Qu'en location meublée, bah forcément, les gens restent un peu moins longtemps que sur de la location nue. Mais premièrement, la location meublée, l'intérêt fiscal, il est énorme. Vous serez fiscalisé beaucoup plus rapidement et de façon plus élevée si on fait de la location nue. Donc déjà, le premier sujet, c'est aussi un sujet de neutralisation de la fiscalité. Le deuxième, c'est que même si votre locataire, alors il va quand même rester plus d'un an en moyenne, il va rester entre 18 et 24 mois, mais c'est moins longtemps que si c'était en location nue, ce qu'on appelle en location vide dedans. Mais pour autant, il y a le sujet fiscal que je viens de dire, et puis il y a le sujet, vous allez louer beaucoup plus cher aussi le même appartement pour une prestation d'ameublement à l'intérieur, et donc c'est très rapidement rentable. Il y a un peu le même sujet, je crois, aux US, quand vous vendez un bien, quelquefois vous le meublez en payant une prestation de location de meubles pour pouvoir le vendre. On pourrait dire que c'est un coût, mais ça permet que l'acheteur se projette dedans et donc achète le bien soit plus rapidement, soit plus cher. Bah là, c'est un peu la même idée. Le staging, ouais. Et on le gère. S'il y a besoin bien évidemment, d'un changement de mobilier et autres, la filiale que j'ai en gestion locative, le gérant s'occupe du remplacement si le meuble devient obsolète. Alors, si c'est une dégradation du locataire, ça lui est facturé, bien évidemment. Dans le cas de la vétusté, parce que, je sais pas, votre commode a 7 ans et qu'on décide de la renouveler à ce moment-là, on s'est pris, bien évidemment, en charge par nos services. Et combien ça coûte, Michael? Val nous demande, cette Le- gestion. La gestion, 8,8 pareil, 8,4% TTC du montant des loyers. Donc, si le bien est sur une base de 1 000 euros, c'est 80 euros par mois. Ok, parfait. Alors, pour vous, question de Juliette. Quelles sont les 5 villes clés où investir en France? C'est difficile de répondre, pas que j'ai pas d'avis, hein, mais ça dépend ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche de la rentabilité? Est-ce qu'on recherche de la sécurité par rapport aux métropoles? Mais je peux vous dire à la rigueur quelles sont les villes qui sont à la mode, entre guillemets, en ce moment en France. Il y a tout le sud de la France qui cartonne, que ce soit du Marseille, du Nice, du Montpellier ou aux alentours, mais qui fonctionnent très bien parce qu'il y a un afflux de jeunes actifs post-Covid, soit pour le télétravail, soit parce qu'ils ont envie d'une meilleure qualité de vie, et donc trentenaires et un peu en dessous, avec beaucoup de gens qui migrent dans le sud de la France. Il y a toute la partie Bretagne, donc c'est un petit peu plus quarantenaire et autres, même quand c'est pour faire un investissement immobilier qui est en vogue. Donc on vous accompagne, pour ceux qui connaissent, à Vannes, Lorient, Quimper, ou si on va un petit peu plus dans le nord encore, à Brest parce que ça permet d'avoir de très très bonnes rentabilités. Paris marche toujours et fonctionnera toujours. En quatrième, je vous dirais l'Île-de-France. Nous, on est très présent au sud de l'Île-de-France. C'est très intéressant parce qu'on va être à une demi-heure, trois quarts d'heure du centre de Paris, donc quand même très proche, et on va générer une rentabilité avec 2-3% supplémentaires en plus en rentabilité. Et le nord, le bassin lillois, ou le Havre, toute la partie Normandie, fonctionne toujours très bien parce qu'on est entre 45 minutes pour Lille de Paris et puis surtout une très grande métropole économique en France. Le Havre, pareil, à 2 heures et avec des rentabilités qui sont significatives. Parfait. Pour les gens qui nous suivent sur LinkedIn, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui est passé sur LinkedIn, j'ai aussi mis les liens dans les commentaires vers l'agenda pour prendre rendez-vous avec l'équipe de Michael et le site aussi de Givenchy pour prendre rendez-vous avec ses équipes. On va clôturer bientôt, donc je prends les 4 dernières questions. Un auditeur anonyme nous demande quelle est la limite d'âge pour emprunter sur 20 ans, sachant qu'aux États-Unis, on travaille jusqu'à 70 ans.
Bah, ça dépend des banques. Certaines, elles vont nous dire le maximum qu'elles peuvent regarder, c'est 68 ans. D'autres, il n'y a pas d'âge. À partir du moment où il y a l'assurance emprunteur qui sera prise et les revenus des personnes au-delà de 55 ans à 50%, on peut aller parfois jusqu'à 75 ans. Donc ça dépend. Mais il est possible d'emprunter jusqu'à 70 ans, 75 ans, 80 ans. Parfait. Euh, Givenchy, comment tu gagnes ta vie? Alors nous, ce sont principalement les clients qui nous rémunèrent. Les frais de courtage sont dus au succès. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc tant qu'on n'a pas trouvé une offre d'une banque, vous n'avez pas de frais à régler. C'est 1% du montant du prêt avec un minimum à 5 000 euros. Un auditeur anonyme nous demande quelle est l'imposition d'une SCI en France en tant qu'expatrié? Il y a pas Alors, d'impact parce que c'est comme si vous êtes associé d'une société française qui va générer soit encore une fois comptablement une perte si tout l'intérêt dans l'immobilier ou un bénéfice si vous étiez associé d'une autre structure de business en France. Et donc, la société paye son taux d'impôt qu'elle doit payer sur le sol français parce que le chiffre d'affaires est généré sur le sol français. Merci beaucoup. On va finir par une question qui va nous permettre de nous projeter et peut-être de passer à l'action. Sophie nous demande combien de temps faut-il pour prévoir un projet de A à Z avec vous Alors, deux? ouais, avec plaisir. Pour la recherche de biens, il faut que vous comptiez entre 0 et 2 mois pour avoir un ordre de grandeur, pour qu'on vous trouve un ou plusieurs biens, mais sur lesquels vous souhaitez vous positionner et passer à l'achat. Ensuite, on va donc signer un compromis. Ensuite, c'est le délai bancaire que je te laisse indiquer, Givenchy, pour le ouais. financement. Alors, le délai bancaire, selon le pays où vous êtes résident, la moyenne, ce serait 8 semaines. Parfois, sur des dossiers un peu plus compliqués, on peut aller jusqu'à 3 mois. Si c'est vraiment compliqué pour X raisons, parce qu'on a un profil très, très complexe et on a fait le tour des banques et ça a été beaucoup plus long, on peut aller jusqu'à 4 mois. Mais je dirais la moyenne de 2 mois. Ensuite, pendant ce temps où, avec Givenchy, vous établissez le financement, nous, avec les architectes, on démarre déjà toute la partie plan pour superposer justement le planning et ne pas perdre de temps, plan, devis travaux, cahier des charges, référence des matériaux, ce qui fait que quand vous récupérez les clés, que vous êtes officiellement propriétaire, on peut directement faire les travaux. Les travaux, il faut que vous comptiez 3 à 4 mois sur une opération unitaire, tout compris, hein, travaux de rénovation, ameublement, décoration, et j'inclus l'entrée du locataire. Donc, entre le moment où vous décidez de passer à l'action et de dire, allez, je me lance, on se tape dans la main pour vous trouver une opération en France, c'est le moment où vous avez vos premiers revenus locatifs, il faut que vous comptiez globalement maximum 9 mois entre le moment où on débute et le moment où votre locataire paye son premier loyer. Et on vous a mis les liens dans le chat pour tous ceux qui veulent, avec grand plaisir, passer à l'action. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre temps, votre patience, d'avoir répondu à toutes les questions. Euh, pour ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, ce sera un sujet États-Unis plutôt sur la deadline des taxes qui a lieu donc le 15 avril. On va parler de toutes les obligations déclaratives avec un comptable CPA et un avocat fiscaliste spécialisé. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure sur Zoom. Merci encore à tous les deux et je pense que vous reviendrez nous parler de vos activités prochainement. Donc, je vous dis à bientôt. À Merci Romain, bientôt. merci gentil, merci à Bonne tous. soirée, bonne Au journée. Au revoir. revoir.